Europe 1, Christophe Ondelatte. L'histoire d'aujourd'hui est avant tout une histoire humaine très forte. L'histoire d'une adolescente de 16 ans, Mila, harcelée sur les réseaux sociaux au point qu'elle doit se cacher. Mais c'est aussi une histoire politique, car ce qui a jeté Mila dans la tourmente, c'est une phrase prononcée sur le réseau social Instagram « Le Coran, votre religion, c'est de la merde ». Mila raconte toute cette histoire dans un livre qui paraît chez Grasset, « Je suis le prix de votre liberté ». Mila ne s'exprime plus, aujourd'hui. Alors j'ai demandé à son avocat, maître Richard Malka, d'être là pour le débrief. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Crève, sale pute. Quand je vais trouver ton adresse, je vais venir t'égorger de mes propres mains. Tu vas bouffer tes entrailles. Et celle de ta mère, sale chienne. On va rigoler quand je vais venir te violer. Tu vas implorer Dieu. Tu vas sentir ma grosse bite te sortir par les yeux. Connasse, pitasse, poufiasse. J'ai hâte que tu meurs. Je veux t'entendre couiner comme une truie. Tu vois mon couteau? Tu vas le sentir sous la gorge. Je vais te découper. Et quand tu seras morte, je vais te violer, sale lesbienne. Ta mère, elle va se la prendre dans le cul. On va tous lui passer dessus. On va te brûler à l'acide, d'abord le visage et puis les seins. On va te retrouver. On va te tuer. Tu vas souffrir avant de mourir. C'est qu'une question de temps avant qu'on te retrouve. Je m'appelle Mila. Je suis majeur depuis peu. Pour avoir, dit-on, insulté l'islam, je suis menacé de viol et de mort depuis mes 16 ans. Je suis votre fille, votre nièce, votre cousine, votre amie au collège, celle que vous détestez, une sale gamine mal élevée, votre ennemi juré. Mais en vérité, je suis une adolescente comme une autre qui se retrouve à porter sur ses épaules le combat qu'un pays entier devrait mener, celui de la liberté d'expression. Je me retrouve abandonné par une nation fragile et lâche. Alors il faut que je vous raconte ce que ça fait d'avoir 17 ans et de recevoir chaque jour des messages qui me promettent les tourments d'une mort violente. Il faut que je vous raconte ce que ça fait de ne plus être libre, ce que ça fait d'être incarcéré chez soi, avec la menace qui rôde. Pourtant, j'ai eu une enfance des plus banales. Je suis né en région parisienne, et ensuite j'ai grandi à la campagne, en Isère. Une gamine un peu turbulente, tête en l'air, agitée à l'école, avec un bon petit caractère, mais plutôt bon élève. Avec du mal néanmoins à se concentrer en classe, et aussi chez moi. Très tôt, ma mère se pose des questions. Et vers mes 12 ans, il y a quelque chose qui va pas. Il faut qu'elle voie quelqu'un, c'est pas normal. Pendant plus de 2 ans, elle me fait consulter des psychologues et des pédopsychiatres. Et ils ne m'aident pas vraiment. Je pense que son problème se réglera tout seul. Il faut être patient. Ça viendra au fil des années. J'ai finalement été diagnostiqué en octobre 2016. Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Enfin des mots sur mon mal. Une délivrance. En 2018, j'entre au lycée, un lycée privé. Je m'habille court, mon style est atypique, j'ai des goûts musicaux différents des autres, personne ne veut traîner ni être vu avec moi. Et j'ai entendu dire qu'elle se prostituait, et aussi qu'elle prenait de la drogue tout le temps. Moi je pense que c'est une fausse blonde. Et t'as vu? Je crois qu'elle s'est fait refaire les fesses. Rapidement, je deviens la fille solitaire qui sèche les cours pour fumer, pour écouter de la musique à un arrêt de bus. Je bats le record d'heures de colle. Je n'y vais presque jamais. Cette année-là, l'unique module qui m'intéresse, c'est celui de littérature et société. Un atelier plus qu'un cours. Un jour, la professeure, une petite dame d'un certain âge, vient me parler à la fin de son cours. Je t'avoue que je suis un peu inquiète, Mila. Beaucoup de professeurs disent que tu t'endors en cours.
et que tu t'isoles du reste de la classe. Cela dit, moi j'ai remarqué que c'était pas le cas avec moi. Dis-moi, Mila, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te passionne? La chanson? Le chant, depuis toute petite, je rêve d'être chanteuse. Et puis j'aime bien l'écriture aussi. Et pourquoi tu n'écrirais pas tes chansons? Je passe l'après-midi même dans un parc, avec un cahier et un stylo. Ma première chanson naît ce jour-là. Le texte est sombre, mais moi je le trouve beau. Je suis fier de moi. C'est en 6e que je découvre Instagram. Je trouve ça fascinant. Et surtout très inspirant. Des filles de mon âge qui se prennent en selfie avec des filtres censés les embellir, qui font des bouches en cul de poule et qui se filment en playback sur des chansons de Jul. Alors je m'y mets. Moi aussi. Et c'est là que je commence à me maquiller, à poster mes photos. Et je deviens accro. Je connais ma première expérience de harcèlement en 6e. Et tu veux faire quoi, toi, Mila, plus tard? Je veux être actrice ou chanteuse connue. Je rêve de jouer dans un film. Les filles racontent ça sur les réseaux sociaux et les élèves se mettent à s'attrouper autour de moi dans la cour. Ils m'insultent et ils me crachent dessus. Hé Mila, quand tu joueras un film, tu feras le rôle de la prostituée, hein? Et puis je poste une première vidéo sur YouTube où je fais la conne devant la caméra. Une scénette où je parle des clichés sur les blondes, de l'autodérision. Rapidement, j'ai 2000 ou 3000 vues, dont beaucoup de gens de mon collège. Et une dizaine de commentaires haineux. Suicide-toi! Tes vidéos, c'est de la merde. Et ça remonte jusqu'à mon compte Instagram. Et je pleure. Ça me fait mal. Mais je continue. Voilà comment je deviens la fille à suivre. Quand je redouble ma seconde, je rencontre une fille. Au début, on est de très bonnes amies. Et puis une nuit, elle m'embrasse et elle m'avoue ses sentiments. Je dis oui pour ne pas lui faire de la peine, pour ne pas la perdre. Mais je ne ressens rien. Et puis je commence à l'aimer. Vraiment, je savais pas que c'était possible. Du coup, à chaque fois qu'on passe devant le lycée en nous tenant la main, on se fait traiter de sales lesbiennes. Ah voilà les lesbiennes là! Et faut plus que tu te montres avec ta copine, hein? C'est haram. Le samedi 18 janvier 2020, je poste une vidéo en direct sur Instagram. La vingtaine d'abonnés présents à ce moment-là écrivent des commentaires. Et l'un se met à me draguer, lourdement. Quel est ton genre de fille? T'as une préférence pour les blanches, les arabes, les noirs? Je réponds que les arabes et les noirs ne sont pas spécialement mon genre. Un garçon qui m'a dragué quelques minutes plus tôt commence à me traiter de raciste. Je finis par couper la vidéo en direct. Quand je me reconnecte quelques minutes plus tard, je découvre une dizaine de messages qui me menacent de mort et de viol. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me remets sur Instagram et je fais une courte vidéo en story pour exprimer mon dégoût. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Je m'attends à ce que quelques internautes soient agacés. Mais c'est une mer qui se lève. Et puis la vague se déchaîne. La vidéo est partagée sur tous les réseaux sociaux. Et puis la vague se fracasse. Des menaces de mort arrivent par milliers. Alors je descends dans le salon pour raconter ça à mes parents. Ça va passer, ma chérie. Il faut pas que tu prennes ces menaces à cœur. Plus tard dans la journée, ma mère est en train de peindre les volets. C'est grave, maman. Il faut m'emmener à la gendarmerie pour déposer une plainte. Je t'en supplie. Écoute, il faut que je finisse de peindre les volets. Mais quand je lui montre les menaces de mort, de viol et de brûlure à l'acide par des personnes de mon lycée, elle accepte de m'y conduire. La gendarme qui prend ma plainte
ne prends pas cette histoire de harcèlement au sérieux. Je reçois des dizaines d'appels et une bonne centaine de messages à la minute. Je suis devenu une bête de foire, médiatique et virtuelle. Dans les médias et sur Twitter, on ne parle plus que de moi. Une fille de mon lycée, avec qui je m'entendais bien, lance une discussion. J'ai hâte que Mila se suicide lundi. Ma mère lui envoie ce message. Bonjour Laura. Je suis la maman de Mila. Ça s'appelle de l'incitation au harcèlement et au suicide. Prends-tu plaisir à mettre la vie de Mila en danger? Nous avons porté plainte. Laura a été convoquée à la gendarmerie, mais elle n'a pas été sanctionnée. Et de toute façon, elle n'est pas la seule de mon lycée à me harceler. Reviens pas, Mila. On va te mettre en sang. Sale pute, si tu reviens lundi, tu vas mourir. Pourtant, dans ma classe, nous étions amis et complices. Je m'amusais bien avec eux. Mon ex-copine, avec qui je suis resté en bons termes, ne fait preuve d'aucune compassion. T'as pas le droit de dire ce que t'as dit. Tu mérites ce qu'il t'arrive. Et tu mérites bien plus que ça. Je l'ai aimée, cette fille. La lire me fait énormément souffrir. Mon premier amour me tourne le dos dans un acte de lâcheté ultime. Lundi 20 janvier, quelqu'un qui s'est fait passer pour mon père a téléphoné à la proviseure dès la première heure. Elle sera là aujourd'hui, hein. Elle va venir en cours normalement. Le lycée a appelé la gendarmerie pour m'escorter, me protéger de la foule des élèves qui s'accumulent devant le portail. Et quelques jours plus tard, la rumeur court que je suis dans le bureau de la vie scolaire. Une horde d'élèves déboule en crachant partout. Et elle est où, Mila ? Si on la trouve, on va la décapiter, hein, parole. Je me demande si je serais encore vivante, si j'étais vraiment retourné dans mon lycée. Je peux dire adieu à ma vie d'avant. J'ai basculé dans un cauchemar éveillé. J'ai appris qu'une influenceuse féministe qui s'appelle Solveig Minéo me défend publiquement sur Twitter et qu'elle cherche à me contacter. Alors je lui envoie un message privé pour la remercier. Et puis je discute longuement avec elle par message et par téléphone. Elle me pose des questions. Je lui explique. Elle reprend mes paroles à la lettre. C'est elle qui lance sur Twitter le hashtag « Je suis Mila ». Et le soir même, j'ai la joie de découvrir que « Je suis Mila » a pris une grande ampleur sur les réseaux sociaux. Des gens me soutiennent. Ils postent des messages bienveillants. Ça me fait un bien fou. Je me sens apaisé. Je sais pas à ce moment-là que Solveig Minéo a des affinités avec l'extrême droite. Comment gérer cette pression ? Je suis dépassé. J'ai dû changer de couleur de cheveux pour qu'on ne puisse pas me reconnaître. Je suis passé d'un violet clair à un châtain foncé. Et j'ai commandé des vêtements sur Internet dans un style différent. Je suis sollicité par beaucoup de chaînes de télé et de journaux. J'ai pris la décision avec mes parents et mon avocat de ne m'exprimer qu'une seule et unique fois, à la télé, dans l'émission Quotidien que mon père regarde depuis toujours. C'est ça, le droit au blasphème. Et j'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Mais je tiens quand même à dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. En coulisses, on m'a dit de dire ça mot pour mot. Je l'ai répété, bêtement. Mais je ne pense pas à un traître mot de cette déclaration. Je n'ai pas d'excuses à formuler. Je ne m'excuserai jamais. La vidéo fait 12 millions de vues sur Twitter. Et les polémiques ne font que redoubler. J'ai fermé mes réseaux sociaux. Je suis condamné à vivre caché et protégé par les forces de l'ordre. Je dois aussi changer de lycée. J'ai l'impression d'être puni. Et je peux m'absenter d'Internet pendant des mois, Mes détracteurs ne m'oublient pas. Ceux qui me disent que je n'ai qu'à disparaître des réseaux et me cacher.
sont les mêmes que ceux qui me cherchent continuellement, où que je sois. Après un long mois de déscolarisation, le ministère de l'Éducation nationale a finalement trouvé un lycée dans lequel je pourrais étudier. Un internat militaire. Il faut quand même que tu réalises la chance que tu as d'être dans ce lycée. Aucun autre établissement n'acceptera de t'accueillir. Ici, tu passeras ton bac en sécurité. On m'a raconté qu'avant mon arrivée, le personnel est passé dans toutes les classes. Bien. Mila va s'installer chez nous. Et je vous demande de ne le dire à personne, autre que ceux qui sont dans ce lycée. C'est bien compris ? Personne. Autre chose. Vous ne lui posez pas de questions et vous ne faites aucune allusion à l'affaire. C'est entendu ? Et moi, quand j'arrive dans ce lycée, on m'explique que je n'aurai jamais quartier libre, le mercredi après-midi et le week-end. Je n'aurai pas non plus accès aux réseaux sociaux. J'ai droit à une chambre individuelle, mais elle est surveillée jour et nuit par un militaire qui dort dans la chambre d'à côté. Bienvenue dans ma nouvelle prison. À la fin du premier mois de confinement, je décide d'ouvrir un nouveau compte Instagram pour poster des vidéos dans lesquelles je chante et des dessins et des maquillages. Et là, le nombre de mes abonnés se met à augmenter. Je commence à recevoir à nouveau des messages haineux. Et le pire, c'est que je m'y suis habitué. Je sais que ça ne sera jamais terminé. Je suis condamné à subir cette violence à vie. Un soir à Malte, en vacances à l'hôtel avec mon amie Julie, un garçon parlant français, la vingtaine, me reconnaît au restaurant. « Hein ? T'es Mila ? T'es la meuf qui fait polémique ? Oui ? Y a un problème ? Sale pute, va. Je vais la niquer, elle. T'es fier de ce que t'as dit ? Oui ? Je suis très fier, même. » Et là, un torrent de menaces sort de sa bouche. « Sale pute, va. Je vais t'étrangler sur le courant. Voilà, je vais violer ta mère. Et je vais balancer sur Instagram le nom de l'hôtel où tu es. Ça va te retrouver et te violer dans une cave. Que je te revois pas, sinon je te tue. » Je porte plainte le soir même, auprès de la police maltaise, en anglais. Je dois leur expliquer ce qu'est l'affaire Mila. Le lendemain, je sors de l'hôtel pour aller m'acheter à manger avec Julie. « Non, mademoiselle, vous ne sortez pas, c'est trop dangereux. Il faut remonter dans votre chambre. Vous allez préparer vos affaires. On va vous loger ailleurs. » Le soir même, le jeune homme qui m'a menacé est arrêté par la police maltaise, devant l'hôtel. J'ai enfin retrouvé un peu de paix. Je sors en ville voir mes amis, je vais en soirée. Il n'y a plus que sur les réseaux sociaux que je ne suis pas tranquille. Il suffit que quelqu'un décide un beau matin de repartager ma vidéo pour que je reprenne une nouvelle vague en pleine figure. J'ai retrouvé l'Instagram de Mila. Allez l'insulter en balle, cette grosse pute. C'est vrai, je retourne sur les réseaux. Et on me dit que c'est de la provocation, que je jette de l'huile sur le feu. Mes proches s'inquiètent. Faudrait que tu te protèges un peu, Mila. Que tu restes à l'abri. Et puis, il y a les moins proches. L'éducation nationale, les médias. Ces gens-là sont pleins de bonne volonté, au point qu'ils deviennent complices. Tais-toi. Ne les excite pas, ces gens. En fait, tu sais bien qu'ils sont dans une autre dimension. Ils peuvent te blesser et même te tuer. C'est un danger pour toi. Mais moi, justement, j'ai envie d'échanger, de partager, de rire, d'être dans la société de mon temps, de ne pas mourir une deuxième fois. Depuis le début, ma mère passe un temps fou à guetter ce qui se dit sur moi sur Twitter.
Elle y consacre toutes ses nuits. Elle accumule les preuves. Mais en face, les enquêteurs font face à une grande difficulté. D'abord, les GAFAM, les grandes entreprises d'Internet, se font énormément prier pour donner l'identité des personnes qui se cachent derrière leur pseudo. Et puis, mes plaintes sont noyées dans la masse. On ne pourra jamais attraper 50 000 personnes et les juger. Cela dit, un homme de Auch, dans le Gers, qui a écrit « On va t'égorger comme ça, Mila la pute », a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. La justice semble avoir pris la mesure de ce qui se passe. C'est un signal. Nous sommes partis en vacances avec mes parents, à la Toussaint. Alors, il va falloir nous communiquer votre itinéraire, vos haltes, il nous faudrait la photo de votre voiture de location, le numéro de la plaque d'immatriculation et une photo de votre tenue du jour. Entendu ? Nous avons dû nous habituer, avec ma famille, à n'être plus jamais seuls, à être suivis. C'est incroyablement difficile à vivre. Mila qui se laisse porter par le vent, c'est fini. Le métro me manque. Mon style vestimentaire me manque. On m'impose de mettre des vêtements discrets et couvrants. Je dois porter un bonnet et des lunettes de soleil pour être invisible. Je ne peux pas aller là où j'ai envie. Je ne peux plus me promener dans les rues commerçantes, il y a trop de monde. Mais je ne remercierai jamais assez ceux qui me protègent. Parce que quand je suis seul, j'ai peur. J'ai très peur. Si j'ai un rendez-vous amoureux, je dois demander à la personne son nom, son adresse, son âge, et parfois même lui demander sa carte d'identité. Et je dois faire remonter tout ça au service de protection. C'est très embarrassant, pour moi et pour les rares personnes qui veulent m'approcher. Mes amis sont plus habitués, mais ça reste pesant. Et on ne m'invite plus aux soirées. Je suis devenu un fardeau. Ils ont peur d'être gênés par ma protection rapprochée. Mais ils ont peur surtout des malveillants qui pourraient signaler ma présence sur les réseaux. Et donc on me rejette. Mila, je vais fêter mon anniversaire. Le prends pas mal, mais je ne pense pas t'inviter parce qu'il y a des potes qui veulent ta peau. Mais t'inquiète, je t'inviterai quand je le fêterai dans ma famille. Plus personne non plus ne veut prendre de photos avec moi. Et encore moins les publier. Ils ont peur. Très peu de personnes assument de me fréquenter, très peu. Mes ennemis pourrissent tout ce qui me touche. Ils ne cesseront de me harceler que quand je serai morte. Maintenant, j'ai 18 ans. Je prends mon indépendance sans savoir de quoi sera fait demain. Voilà pour ce récit que j'ai tiré du livre de Mila, Je suis le prix de votre liberté, publié chez Grasset. Pour le débriefer, je vous ai demandé, maître Richard Malka, d'être là, vous qui êtes son avocat. Le livre dont j'ai tiré mon récit est paru au mois de juin. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis ? Ah bah oui, j'ai des relations assez constantes. Ouais. Avec Mila, ne serait-ce que parce que il y a toujours beaucoup de procès en cours, il y a des décisions à prendre constamment, il y a des invitations à lui transmettre parfois. Donc oui, elle est partie en vacances. Le mois de juin a été assez intense parce qu'il y a eu ce procès qui a été fort, très suivi, important, qui a changé les choses. Et qui a vu donc les gens qui l'ont harcelé, pas tous, mais 4 d'entre eux, je crois, condamnés à... Non, tous ont été condamnés, sauf un qui a été relaxé parce qu'il y avait des problèmes de nullité. Donc 11 ont été condamnés à des peines allant de 3 à 6 mois de prison et à 2500 € de dommages et intérêts chacun. Ça a été une audience très forte et la décision est importante. Et le message est passé parce que, et c'est ça qui est intéressant au fond, on nous explique depuis des années que on peut rien faire
pour civiliser les réseaux sociaux, que c'est comme ça, que au-dessus de 30 ans, on est des vieux imbéciles qui ne comprennent pas le langage des jeunes, que c'est le règne de la barbarie, que il faut s'habituer aux menaces, à ce langage-là, que c'est Twitter, que c'est très bien et qu'il y a rien à faire. Eh ben si, en fait, il y a à faire. Et ce message, il est passé et les choses ont changé depuis. Ce qui veut dire que quand nous osons assumer nos responsabilités d'adultes, responsables, faisant œuvre de civilité, que nous ne baissons pas les bras devant la barbarie, eh ben ça répond. On reparlera de ça tout à l'heure. Elle a fait une rentrée, quelque part ? Non. Non, mais tout ça a été... Enfin, vous imaginez à quel point tout ça a pu être déstabilisant et complètement déstructurant pour une jeune fille de 16 ans et demi. C'est l'âge qu'elle avait à l'époque. Le lycée militaire, ça n'a pas fait. Ah bah ça, elle a été déscolarisée à 16 ans et demi. Elle a eu une courte expérience dans ce lycée militaire, mais enfin, eux non plus ne souhaitaient pas vraiment l'avoir entre leurs murs. Donc, elle s'est retrouvée complètement hors système scolaire. Voilà, c'est compliqué pour elle d'envisager l'avenir, elle est marquée, c'est devenu par la force des choses un symbole, c'est lourd à porter à 18 ans. Mais est-ce qu'elle n'a pas envie maintenant d'être pleinement ce symbole ? Parce qu'à 16 ans c'était compliqué, à 18 c'est lourd, à 20 ça devient un sens pour sa vie, l'histoire lui a confié cette mission, est-ce qu'elle n'est pas capable, moi j'entends un peu à travers ce livre, qu'elle a envie d'être ce symbole désormais ? Alors, vous avez en partie raison, mais c'est plus complexe que ça. Clairement, si on prend un peu de recul, oui, il y a un destin. Elle a un destin. Ça, c'est déjà acquis. Sauf que c'est vraiment tôt. Oui. Normalement, c'est plus tard qu'on rencontre son destin. Donc oui, je crois. Après, c'est pas à moi non, mais ça d'interpréter ce qu'il y a dans cette tête. C'est en filigrane dans le livre. Vous avez raison. Il y a ça chez elle, mais il y a aussi la volonté très ambivalente d'avoir une vie toute simple de jeune fille de 18 ans et de ne pas exister exclusivement au travers de cette affaire-là. Donc elle est entre deux et ben elle va choisir et l'avenir dira le chemin qu'elle prendra, puis peut-être qu'elle choisira un chemin, qu'elle se trompera, qu'elle en prendra un autre, qu'elle reviendra. Comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde. Alors on va passer au cœur du débat. Il y a deux axes dans le débat, il y a les réseaux sociaux, et puis il y a l'axe de cette société française et des choix que nous avons faits de faire perdurer la liberté d'expression au-delà des demandes qui sont formulées par la communauté musulmane. Mais en dessous, il y a cette question de la vulgarité. C'est-à-dire qu'au fond, on peut toujours combattre politiquement, mais une partie de ce qui est reproché à Mila par ceux qui l'attaquent, c'est la vulgarité de ce qu'elle dit, et notamment de cette phrase « Votre Dieu, je lui mets le doigt dans le trou du cul ». Est-ce que, tout en acceptant qu'elle est parfaitement libre de s'exprimer sur l'islam, on peut reconnaître que dans la vulgarité, il y a quelque chose qui est agressif et inutile ? Moi, je vais pas défendre la vulgarité. Ça, c'est évident que ce propos est vulgaire. On peut pas nier. Maintenant, vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo, donc vous avez l'habitude. Oui, c'est un propos vulgaire. Et personnellement, je m'exprimerai pas comme ça. Elle avait 16 ans. En réalité, c'est une rixe de cours de récréation qui n'aurait jamais dû prendre cette ampleur-là entre deux adolescents de 16 ans. Maintenant. Est-ce que Voltaire était très délicat quand il voulait écraser l'infâme ? Dante a égorgé Jésus, enfin Mahomet plutôt. Oui, c'est vulgaire. Et alors, c'est pas interdit, c'est pas un délit pénal, la vulgarité. S'il fallait créer des polémiques et réagir et créer des faits de société sur chaque propos vulgaire, bah non, quand il y a un propos vulgaire, oui, c'est vulgaire, on passe son chemin. On menace pas de mort. C'est pas une réponse. Celui qui prononce des propos vulgaires à l'égard d'une personne est poursuivi pour diffamation. Oui. Celui qui profère des propos vulgaires à l'égard d'un groupe de personnes ne l'est pas. Non, pas d'un groupe de personnes. D'un groupe de personnes, il l'est aussi. Toute la différence, c'est que là, c'est pas un groupe de personnes. C'est une religion. C'est Dieu. C'est une religion. C'est un dogme. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, et même en termes vulgaires, du communisme, du capitalisme, de l'islam, de la religion juive, de la religion chrétienne, et encore heureux. On a le droit de ne pas aimer du tout les religions et d'avoir des propos vulgaires. Mais ça, là vous êtes au cœur du sujet. Totalement. Parce que c'est exactement ce que nous disaient les personnes au tribunal. Ces jeunes gens, on leur a pas expliqué ça. Ils venaient tous en disant...
en croyant être du bon côté. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, c'est pas bien, il faut respecter les religions. Bah non, il faut pas respecter, enfin, on a le droit de respecter les religions. Mais on n'est pas obligé. Mais on n'est pas obligé, c'est pas une obligation. Elle dit que la nation a été lâche. Et c'est vrai, je suis remonté à quelques déclarations, notamment de personnalités politiques. Il y en a au moins 2 que l'histoire a retenues. Celle de Nicole Belloubet, qui est garde des Sceaux à l'époque, qui dit qu'elle aussi est choquée par les propos. Et celle de Ségolène Royal, ancienne ministre, qui dit à peu près la même chose. Mais je me disais que la fonction des politiques est de tenir les deux bouts. Non, mais c'est pas ça. Qu'on soit choqué, bon, ça je peux comprendre. On a le droit d'être choqué. C'est pas ça le sujet. Le problème de Nicole Belloubet, c'est qu'elle fait une confusion totale sur ce qu'est la laïcité. Et en gros, elle explique, alors qu'elle est ministre de la Justice et agrégée de droit, que la liberté de conscience ne devrait pas permettre ce type de propos-là. Et alors là, ça a fait évidemment, il y avait une confusion absolue, une erreur totale juridique, et donc ça a fait beaucoup réagir. Quant à Ségolène Royal, là encore, le problème n'est pas qu'elle ait été choquée, le problème est qu'elle n'a rien trouvé d'autre à faire que de formuler des propos extrêmement agressifs à l'encontre de Mila, qui est déjà menacée de mort des milliers, des dizaines de milliers de fois, ce qui n'est pas très responsable pour une femme politique, mais enfin, il est vrai que Madame Ségolène Royal n'est pas connue pour son grand sens des responsabilités. Mais la fonction du politique, c'est de tenir les deux bouts dans cette affaire. Non, la fonction des politiques, c'est d'avoir du courage. La fonction des politiques, c'est de défendre nos libertés. La fonction des politiques, c'est pas d'être politique, de faire du politiquement correct et de tout lâcher. De lâcher une œuvre civilisationnelle, démocratique, une œuvre de protection des libertés. Leur premier devoir, c'est de protéger nos libertés. Mais c'est pas de donner des gages aux ennemis de la liberté. Mais l'une des fonctions du politique, c'est aussi d'éviter que ça s'enflamme. Et donc de tenir les deux bouts. De concéder à l'un, de concéder à l'autre et d'essayer de calmer le jeu. Mais c'est le contraire, en fait. Quand vous abandonnez vos principes, vous avez abandonné vos principes, mais en plus... je ne vais pas paraphraser Churchill, mais en plus, vous avez des conflits. La seule manière de ne pas avoir de conflits, c'est de mener la guerre des idées pour éviter les affrontements physiques, la vraie guerre. Il faut être ferme sur ses principes, parce que sinon, c'est la guerre de tous contre tous. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression permet d'insulter Dieu. Il faut le dire, et ça fait, c'est pas d'hier. C'est notre pays, ce sont nos valeurs, et c'est extrêmement important pour continuer à vivre libre. Alors, au-delà de la question de la laïcité en France et de la liberté d'expression, il y a un autre sujet dans cette affaire, la question des réseaux sociaux et de cette possibilité qu'il y a de fondre en meute sur quelqu'un sous pseudonyme. Il y en a qui, en conséquence de ce qui s'est passé pour Mila et pour d'autres, disent qu'il faut en finir avec les pseudos sur les réseaux sociaux. Au fond, que chaque parole engage celui qui l'écrit publiquement. Alors, ça c'est un débat compliqué, l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je ne partage pas totalement cette position, parce que vous pouvez avoir plein de raisons. De la même manière qu'un journaliste peut vouloir écrire sous pseudonyme, parce qu'il peut y avoir des risques, des dangers, eh bien, on peut vouloir écrire sous pseudonyme des propos qui ne sont pas injurieux ni diffamatoires, mais que l'on formule, qui sont dérangeants, qui ne sont pas politiquement corrects, mais on n'a pas envie d'être identifié. Donc ça peut avoir un intérêt, l'anonymat, mais néanmoins, ça n'empêche pas, de la même manière qu'un journaliste, où il y a toujours une responsabilité, même s'il écrit sous pseudonyme, c'est son directeur de publication qui est responsable, ça n'empêche pas qu'il faut pouvoir aller chercher qui est derrière ce pseudonyme. Et aujourd'hui... Elle dit que c'est difficile. C'est difficile. Que les GAFAM résistent. Oui, mais enfin, ils ont commencé quand même avec beaucoup de pression à lâcher du lest. Et aujourd'hui, les jeunes utilisateurs, depuis l'affaire Mila, des réseaux sociaux et en particulier de Twitter, puisque ça concentre 90% des propos les plus injurieux et les plus menaçants, savent qu'on peut les retrouver. On peut les retrouver, et c'est important de le dire, et on les a retrouvés. Par exemple, si vous cherchez à retrouver celui qui a écrit « Crève, sale pute, quand je vais trouver ton adresse, je vais venir t'égorger de mes propres mains », il vous faut combien de temps pour savoir qui est derrière ? Non, mais c'est très compliqué, c'est des moyens policiers, c'est le procureur de la République, c'est beaucoup d'énergie. Ça prend combien ? Alors dans l'affaire Mila, c'est un peu particulier parce que là, ça a pris une telle ampleur que Twitter n'a jamais aussi bien collaboré à la fin.
D'accord. Donc ça peut aller très vite. Ça peut mettre 24 heures. Ce sont des réquisitions du procureur de la République. Absolument. Après, parfois, les gens sont à l'étranger. Alors là, c'est embêtant. Et puis, le problème, c'est que là, vous en avez tellement, des dizaines de milliers, qu'en fait, on peut évidemment pas tous les poursuivre. Mais je crois que la peur a commencé à changer de camp. Et le nombre de messages a d'ailleurs totalement diminué depuis que le jugement a été rendu. Ça fonctionne. On a des moyens de réagir. Alors, il faut encore plus de pression sur les GAFA, ça c'est certain. Il faut, plus que changer le régime d'anonymat que l'on peut envisager, mais c'est une question complexe, il faut qu'ils aient des responsables légaux en France. Ça changerait tout, comme n'importe quel média. Et il faut que ce message pédagogique passe. Vous pouvez utiliser tous les proxys que vous voulez, tous les pseudonymes que vous voulez, on peut vous retomber, ça peut tomber sur vous, vous pouvez vous retrouver en garde à vue, devant un tribunal, condamné, avec un casier judiciaire et des dommages et intérêts. Comment est-ce que vous faites le tri des gens que vous poursuivez ? Parce que vous pouvez pas tous les poursuivre, elle dit 50 000, c'est pas possible. Comment vous faites le tri ? C'est à partir des messages les pires, les plus violents. Alors c'est plus le parquet qui fait le tri que moi-même. Enfin, nous, la famille fait un premier tri des messages les plus virulents, et puis il y a la plateforme Paros aussi qui intervient. On sélectionne les pires, les messages les pires. Il y a des enquêtes. Parfois, on n'arrive pas tout à fait à remonter parce que les personnes sont à l'étranger. Parfois, on y arrive, et quand on y arrive, eh bien, les personnes se retrouvent devant un tribunal. Il y a encore des affaires en cours. Alors, elle en parle elle-même. Le grand paradoxe, c'est qu'elle ne cesse de revenir sur les réseaux sociaux. Tout le monde lui dit calme-toi, efface-toi, laisse passer du temps. Toi aussi, prends un pseudo, finalement. Ne poste plus d'image de toi. Et j'ai regardé, là, encore aujourd'hui, elle a posté des photos d'elle. Tout l'été, elle a posté des photos d'elle. Elle a fait une nouvelle rencontre. Son nouvel amoureux, on l'a en photo. Elle dit qu'elle a changé de coiffure, mais elle montre sa nouvelle coiffure. Alors elle dit, c'est parce que je ne veux pas céder. Et en même temps, il y a un côté tête brûlée qui est inquiétant. Comment est-ce que vous, qui êtes son conseil, est-ce que vous arbitrez ça ? C'est pas à moi d'arbitrer. Elle est majeure et puis elle a des parents. Par contre, effectivement, on a tous eu envie à un moment de lui dire c'est trop dangereux, ne porte pas tout ça, ça va être trop lourd. Surtout quand elle avait 16 ans et demi. Et elle l'a fait. Elle s'est retirée des réseaux pendant 6 mois, 8 mois. Elle n'a rien dit. Et donc, elle était doublement sanctionnée parce qu'on l'a sortie du système scolaire. Donc, on sort la victime. C'est elle qui est sanctionnée. Et puis, elle devrait être doublement sanctionnée parce qu'elle devrait aussi sortir des réseaux sociaux. C'est-à-dire que déjà, quelqu'un qui n'a plus aucune relation sociale, scolaire, qui peut plus voir les gens parce qu'elle a des policiers avec elle, en plus, elle ne devrait pas pouvoir avoir une sociabilité, la seule qui puisse lui rester sur les réseaux sociaux. Mais elle l'a fait. En réalité, ça n'a servi à rien. Le déferlement de messages haineux continuait. Donc, à un moment, effectivement, on en a marre. Il y en a marre que ce soit les victimes qui soient sanctionnées. Donc, elle vit sa vie. Elle s'exprime sur les réseaux comme elle l'entend, sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec l'affaire. Vous l'avez dit. Si, quand même. De temps en temps, elle garde contact avec le sujet. Absolument. Elle n'hésite pas à réagir. Elle réagit, fermement. Mais à 95%. Oui, c'est du maquillage, de la coiffure. C'est la vie d'une jeune fille, exactement. Ouais. Et heureusement qu'il lui reste ça. Et puis, encore une fois, je vois pas pourquoi ça veut dire quand même on réfléchit d'une manière bizarre. C'est-à-dire qu'on dit à la personne menacée, c'est toi qui dois disparaître. Mais c'est ce qui se passe dans le système scolaire. Depuis trop longtemps. Ce sont toujours les personnes harcelées, parce que c'est pas la seule dans ce cas-là, et sur ce thème-là, comme sur bien d'autres thèmes, qu'on sort du système, sans qu'il n'y ait de sanctions pour ceux qui harcèlent. Il y a quelque chose qui va pas, là. Elle raconte aussi sa joie de voir arriver sur Twitter le hashtag « Je suis Mila », qui est donc un hashtag de soutien. Je l'explique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Une sorte de phrase récurrente qui marque le soutien que les uns et les autres ont à son égard, tout en se demandant, et c'est intéressant, s'il n'est pas manipulé à partir de ce moment-là par l'extrême droite, la part de l'extrême droite, parce que toutes les extrêmes droites ne sont pas les mêmes, qui défend la laïcité. Est-ce que c'est un problème ? Alors, ce n'est absolument pas un problème. Elle n'a rien à voir avec l'extrême droite. Maintenant, la soutient qui la soutient. Oui, tout le monde est libre de la soutenir. On aimerait beaucoup que la gauche soit unanime à la soutenir. Et moins unanime que la droite.
Oui. Alors, ça a évolué, il faut être aussi honnête. D'abord, dès le départ, il y a eu des soutiens de gauche. Je pense à Monsieur Cambadélis, mais lui-même disant, il y en a marre. Il y a un moment, la gauche doit réagir. On peut pas laisser faire ça. Il y a une prise de conscience. Il y a les radicaux de gauche qui, sur ces questions-là, ont toujours été exemplaires. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la gauche qui était, en tout cas au début, très très silencieuse, de la même manière qu'une partie des féministes ou des associations LGBT étaient aux abonnés absents et regardaient plutôt leurs pieds. Et c'est cela, je le dis pour tous ceux qui sont un peu perdus dans ce débat, qui est plein de nouveaux codes, c'est cela qu'on appelle les islamo-gauchistes. Merci infiniment Richard Malka d'avoir accepté de débriefer cette histoire. Je rappelle le livre de Mila, « Je suis le prix de votre liberté » aux éditions Grasset. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.